5 juillet 2009, Daikwall, Californie. Il grimpe seul sur le granit réchauffé par le soleil, sans corde, sans harnais, seulement des chaussons d'escalade, les mains couvertes de magnésie et 30 ans à savoir exactement de quoi son corps est capable. La voie devant lui n'est qu'un échauffement, seulement 25 mètres. Ce genre d'escalade ne lui demande presque rien. Sa main gauche attrape une prise qu'elle a déjà saisie une centaine de fois auparavant. Voilà ce qui s'est passé dans les dernières minutes de John Bachar. Bienvenue à la limite extrême. Quand John Bachar avait seulement 17 ans, il a décidé de devenir le meilleur grimpeur du monde. Vous le prendriez probablement pour un fou. Il a quitté l'école et est arrivé dans la vallée de Yosemite en 1975 dans un van Volkswagen rouge. Avec des chaussons d'escalade, un saxophone alto et un corps qui semblait fait pour la verticalité, l'escalade était toute sa vie. Il ne s'intéressait à rien d'autre. Dans son adolescence, il a découvert un site de blocs de grès dans la vallée de San Fernando appelé Stony Point. Et ce fut la fin de tout le reste. Un grimpeur local se souvenait avoir vu le jeune John grimper et disait ceci. « Quand j'ai commencé à grimper, Bachar était déjà là. Il était au lycée, il était déjà meilleur que tout le monde, il était lent, précis, parfait. » À Yosemite, il s'est retrouvé avec un groupe de jeunes grimpeurs talentueux qui avaient fait de cette vallée leur maison et de l'escalade leur obsession. On les appelait les Stone Masters et ils vivaient dans des vannes et des tentes dans un camping appelé camp, 4 parfois pendant des mois d'affilée, grimpant chaque jour. Ils réécrivaient ce qui était possible dans ce sport et ils le savaient. Pour comprendre ce qui a tué John Bachar, il faut d'abord comprendre le monde autour duquel il a construit toute sa vie. Voyez-vous, pendant la majeure partie des années 1950 et 1960, l'objectif sur une grande paroi était simplement d'atteindre le sommet par tous les moyens nécessaires. Les grimpeurs plantaient des pointes métalliques dans les fissures pour progresser et utilisaient des boucles de cordes pour grimper. La roche était un défi à surmonter avec du matériel. Personne ne se souciait vraiment de l'apparence. Les maîtres de la pierre ont changé cela. Leur philosophie était à la fois simple et radicale. N'utilisez que vos mains et vos pieds sur la roche, pas d'aide, pas de traction sur le matériel. Si vous ne pouviez pas grimper par vos propres moyens, c'est que vous n'étiez pas encore prêt. Ils ont appelé cela l'escalade libre, et ils l'ont porté à des sommets que personne n'avait atteints auparavant. En 1975, Jean et un groupe d'autres maîtres de la pierre ont réalisé la première ascension libre d'une voie appelée Astroman sur la face est de Washington. La colonne, un mur notoirement difficile composé de longueurs que seuls les meilleurs grimpeurs avaient pu gravir en utilisant des aides, ils l'ont escaladée entièrement par leur propre force. C'est devenu l'une des ascensions les plus célèbres de l'escalade américaine, établissant une nouvelle norme pour ce que le corps humain peut accomplir sur une paroi verticale. Mais même au sein de ce groupe, John se distinguait. Alors que les autres se concentraient uniquement sur l'escalade, lui s'entraînait aussi. Il était obsédé par cela d'une manière que personne dans le monde de l'escalade n'avait jamais connue auparavant. Il dévorait des livres sur la nutrition et le corps humain, sur le fonctionnement des muscles, comment développer la force de préhension, comment récupérer plus vite, tout ça. Il étudiait des artistes martiaux comme Bruce Lee. Il prenait le développement de la force très au sérieux. Son campement au camp 4 s'est rempli d'haltères, d'échelles suspendues et de barres de traction. D'autres grimpeurs venaient simplement pour le regarder s'entraîner, comme on s'arrête pour observer quelque chose qu'on n'a jamais vu auparavant et qu'on ne peut pas vraiment expliquer. Pour grimper plus vite, il a créé un appareil d'entraînement appelé échelle de Bachar. C'est une échelle de corde en surplomb, d'environ 5,5 mètres de long, avec des barreaux en bois que l'on peut grimper uniquement avec les mains, sans jamais utiliser les pieds. Ça paraît simple, mais ça ne l'est pas. Aujourd'hui, une version de ce concept existe dans pratiquement toutes les salles d'escalade du monde. John a construit l'original entre les arbres du camp 4 dans les années 1970. À son apogée, il faisait une traction à un bras tout en tenant un haltère de 5,7 kg dans sa main libre et des tractions à 2 bras avec plus de 45 kg attachés autour de la taille. Dans le cadre d'une séance d'entraînement normale, Jean faisait tout cela parce qu'il voulait être si bon sur n'importe quelle voie que tomber n'était pas une possibilité. Pas simplement improbable ou rare, mais tout simplement impossible. Mais il y avait aussi une autre raison pour laquelle Bachar cherchait la perfection. Voyez-vous, les Stone Masters étaient des grimpeurs libres qui utilisaient qu'un seulement leurs mains et leurs pieds sur la roche, avec une corde attachée à leur équipement au fur et à mesure de leur ascension, prête à les retenir en cas de chute. C'était déjà considéré comme audacieux et progressiste pour l'époque. John est allé encore plus loin, il a complètement retiré la corde.
Cette méthode d'escalade sans corde, sans harnais et sans aucune protection s'appelle le solo intégral. John ne l'a pas inventé, mais il a été le premier à la pratiquer de façon régulière et méthodique à des niveaux de difficulté qui ont laissé le reste du monde de l'escalade sans voie. En 1976, à 19 ans, il a décidé de s'attaquer à une paroi de granit de 120 mètres appelée New Dimensions. Cette voie était cotée 5.11A, la cotation la plus difficile à l'époque, et John a décidé de l'escalader sans corde. Il a réussi. Pour beaucoup de grimpeurs, cela aurait probablement été le sommet de leur carrière. Pour John, ce n'était que le début. En 1979, il s'est attaqué à une voie de granit de 3 longueurs à Yosemite, appelée le Nabisco Wall. Cela lui a demandé de grimper près de 300 mètres de parois verticales sans corde, à travers des sections que même les grimpeurs d'élite avaient du mal à franchir avec tout leur équipement. Et il l'a fait sans aucune erreur. Ensuite, il a jeté son dévolu sur une voie appelée le Moratorium. C'était 150 mètres de granit vertical à Yosemite. C'était différent de ses tentatives précédentes, il a décidé de le grimper en solo intégral, même s'il ne l'avait jamais escaladé auparavant. En escalade, cela s'appelle un solo à vue, et c'est considéré comme la chose la plus dangereuse qu'une personne puisse volontairement faire sur du rocher. Pendant la montée, il n'était pas totalement maître de lui. Chaque mouvement mettait ses limites à l'épreuve, il est arrivé au sommet, puis est redescendu. Mais au lieu de la satisfaction habituelle après avoir grimpé, il a ressenti autre chose. Il l'a décrit par la suite. « Au sommet, je me sentais comme une coquille vide, comme si j'avais échappé à quelque chose auquel je n'aurais pas dû. » Ce sentiment signifiait que la chance avait joué un rôle, et la chance dans la philosophie de John Bachar n'était pas acceptable. La chance signifiait que la marge entre lui et le sol s'était réduite à quelque chose qu'il ne pouvait pas totalement maîtriser. Alors, il a décidé qu'à partir de ce moment-là, il ne ferait plus que des voies en solo intégral. Il avait grimpé avec une corde suffisamment de fois pour connaître chaque mouvement avec une certitude absolue. Le solo en lui-même serait alors une pure démonstration de maîtrise. Le contrôle, pas la survie, était la norme. C'était sa philosophie de l'escalade et cela a donné lieu à un palmarès que le sport n'avait jamais vu auparavant. John a conquis des voies que la plupart des grimpeurs sérieux n'ont jamais escaladées, même avec une corde. En plus de 30 ans, il a gravi environ 450 000 mètres de roches sans aucune protection. C'est l'équivalent de grimper du niveau de la mer jusqu'au sommet de l'Everest plus de 50 fois sans jamais s'attacher à quoi que ce soit. John ne faisait pas ça pour se vanter ou par arrogance. Pour lui, grimper sans corde n'était pas extrême, c'était simplement honnête. C'était tout, des humains qui se déplacent dans le monde, pleinement responsables de chaque décision, comme la nature l'a voulu. Selon ses mots, tout le monde fait du solo intégral. Quand tu vas au magasin à pied, tu fais du solo intégral. C'est juste une question de difficulté de l'itinéraire, et John voulait que le monde comprenne cela. En 1981, il a publié une annonce à l'attention des grimpeurs de Yosemite promettant une récompense de 10 000 $ à quiconque pourrait le suivre pendant une journée entière, sans corde. Il suffisait de suivre son rythme sur le rocher choisi et de repartir avec 10 000 $. Personne n'a relevé le défi. Les meilleurs grimpeurs du monde, des hommes et des femmes qui s'entraînaient à ses côtés chaque jour, qui savaient exactement de quoi il était capable, ont vu son offre et n'ont rien dit. Ce silence disait tout. John Bachar était devenu quelque chose d'inédit dans le sport, sans mots pour le décrire. Dans les années 1980, John Bachar a acquis une renommée mondiale sans précédent chez les grimpeurs. Il a grimpé en solo des voies mortelles en direct dans des publicités télévisées, il a participé à des concours de jeux de survie et il a gagné. Le magazine Rolling Stone lui a dédié un article à une époque où l'escalade n'était jamais en couverture. Il est devenu le visage public d'un sport que la plupart des Américains ne connaissaient même pas, réalisant devant la caméra des exploits que la plupart des gens n'arrivaient pas à croire réels. Le monde l'adorait, aucune voie ni aucune montagne ne pouvait l'arrêter. Pas un seul grimpeur sur Terre n'aurait même essayé, mais une autoroute du Nevada allait faire ce que 30 ans d'escalade n'avaient jamais pu accomplir. Le 13 août 2006, John Bachar était assis dans une voiture en route vers chez lui après un salon professionnel à Salt Lake City. À ce moment-là, John avait 49 ans, il grimpait toujours, mais il était bien plus que ça. Il avait une entreprise prospère, un jeune fils nommé Tyrus, et une vie qui s'était développée bien au-delà du vieux van Volkswagen rouge dans lequel il était arrivé 30 ans plus tôt. Sur le siège à côté de lui se trouvait Steve Carafa, son associé et cher ami. Sa petite amie Anastasia était également dans la voiture.
C'était censé être un trajet banal pour rentrer chez eux, mais quelque part près de la frontière de l'État du Nevada, leur véhicule a quitté la route. Personne n'a jamais vraiment expliqué pourquoi. Il n'y avait ni substances illégales, ni autres voitures impliquées, juste une autoroute droite à travers le désert. Et puis, sans aucun avertissement, leur voiture a quitté la route. Steve est décédé sur le coup. Anastasia a survécu avec des blessures mineures. John était encore en vie à l'arrivée des ambulanciers. Il a été transporté en Utah par hélicoptère pour des soins d'urgence, mais ce que les médecins ont trouvé a été fatal pour sa carrière. Il s'était fracturé 5 vertèbres au niveau du cou. La colonne cervicale est la partie de votre colonne vertébrale qui traverse votre cou. Ce sont 7 vertèbres empilées les unes sur les autres, de la base de votre crâne jusqu'à vos épaules. Au centre de ces 7 os passe votre moelle épinière. Chaque instruction pour bouger un doigt ou saisir une prise passe par ce couloir étroit dans votre cou. Bashar avait fracturé 5 de ces 7 vertèbres. La fracture la plus grave se situait tout en haut de la colonne cervicale, juste à la base du crâne. Les médecins ont dit à John que si la fracture avait été déplacée d'une fraction de centimètre dans une autre direction, il aurait été paralysé du cou vers le bas, où il serait mort. Avant l'arrivée des ambulanciers, sa colonne vertébrale a dû être soudée chirurgicalement à l'aide de tiges et de vis pour maintenir les sections ensemble. L'accident l'avait brisé, mais il n'avait pas d'assurance maladie et ses factures étaient astronomiques. La nouvelle s'est répandue et la communauté des grimpeurs a récolté des fonds pour l'homme qui a porté ce sport à de nouveaux sommets. Ses factures ont été payées. L'opération a été un succès. Malgré toute cette épreuve, Jean a de nouveau marché sur ses 2 pieds. C'était un miracle médical, mais Jean ne serait plus jamais le même. Lorsque les chirurgiens ont ressoudé ses vertèbres cervicales, ils ont stabilisé les os, mais ils n'ont rien pu faire pour ses nerfs endommagés. Les os guérissent avec le temps, mais les nerfs ne fonctionnent pas ainsi. Parfois, ils ne guérissent jamais complètement. Cette condition s'appelle des lésions nerveuses résiduelles. C'est une perturbation permanente des signaux qui voyagent du cerveau, descendent par la colonne cervicale et vont jusqu'aux bras et aux mains. Et le problème particulier avec cette condition, c'est qu'elle n'est pas constante. Elle peut être complètement indétectable pendant des jours, voire même des semaines. Et puis, sans aucun avertissement ni déclencheur identifiable, le signal échoue. L'instruction quitte le cerveau, descend à travers les vertèbres soudées et quelque part dans ce couloir endommagé, elle se perd. Le muscle à l'autre extrémité attend un ordre qui n'arrive jamais complètement. Dans le cas de Jean, cette lésion s'était installée dans une main et un bras. Certains jours, il se réveillait et tout allait bien, d'autres jours, il tendait la main vers quelque chose d'aussi simple qu'une tasse de café et sa main le trahissait. Pas de façon spectaculaire, comme un spasme violent ou une perte totale de fonction, simplement une prise moins ferme. Ce qui devait être une prise à 10 doigts paraissait n'en utiliser que 6, se refermant une demi-seconde plus tard que l'ordre de son cerveau. Pour beaucoup, c'est un inconvénient. Pour un homme pratiquant le solo intégral. Un 6 quand il vous faut un 10 n'est pas un inconvénient, c'est une condamnation à mort. Le pire pour John, c'était qu'il ne pouvait jamais savoir à l'avance quel genre de journée il allait passer, avant que cela ne se produise. Il n'y avait aucun signal de son corps le matin qui lui indiquait que ce serait une mauvaise journée. Il se sentait bien jusqu'à ce que, soudainement, ce ne soit plus le cas. Malgré cela, il continuait à faire du solo intégral. C'était tout simplement ce qu'il était. C'était la seule version de lui-même qu'il ait jamais connue. Arrêter serait comme renoncer à l'oxygène. Alors, pour s'adapter à sa blessure, il a fait des ajustements. Il a arrêté de grimper à sa limite et a choisi à la place des voies bien en dessous de ses capacités, des voies tellement en dessous de son maximum, que même lors d'une mauvaise journée, même un jour où la main ne valait qu'un 6, l'escalade devait rester largement à sa portée. Il faisait du solo intégral avec plus de marge que jamais auparavant. Pendant des années après l'accident, cette approche a tenu jusqu'à ce qu'elle ne tienne plus. Petite mise en garde. Chaque mois sur Patreon, je publie une vidéo exclusive que vous ne trouverez nulle part ailleurs, lien dans la description. Le 5 juillet 2009, un dimanche matin, Mammoth Lakes, Californie. John s'est réveillé et monté dans sa voiture et a conduit 5 minutes jusqu'à une falaise qu'il avait visitée des centaines de fois. Le mur de dike se trouve au-dessus du lac George à 9000 pieds d'altitude. Il était à quelques pas de sa porte d'entrée et John en connaissait chaque centimètre. La voie qu'il a choisie ce matin-là s'appelait Monsieur Kamikaze, côté 5.10A et ne faisait que 24 mètres de haut. Pour John, c'était comme pour un sprinter professionnel qui fait un jogging au bout de la rue. Avec son partenaire, il l'avait utilisé pour s'échauffer 2 jours plus tôt.
Il n'avait aucune corde sur lui. Bien sûr, c'était complètement inutile. D'autres grimpeurs étaient à la falaise ce matin-là, installant leur matériel, vérifiant les relais, discutant entre eux. Aucun d'eux ne le regardait. Et soudain, il y a eu ce grand bruit sourd qui a rempli l'air comme une lourde pierre qui tombe. Puis, un gémissement étouffé, puis le silence. Les grimpeurs ont regardé vers la base de la paroi et ont vu un petit nuage de poussière s'élever du sol. Ils ont couru jusqu'à l'endroit en moins d'une minute et ils ont trouvé John allongé au pied de la falaise. Il ne répondait pas, ils se sont précipités vers lui, quelqu'un a appelé le 911, quelqu'un d'autre est parti chercher une trousse de premier secours. Les grimpeurs autour de lui parlaient pendant qu'ils attendaient, guettant le moindre signe de réaction, mais il n'y en avait aucun. Une équipe de secours est arrivée et l'a évacué du canyon sur une civière à roulettes. Ils l'ont transporté jusqu'au bord du lac George et l'ont mis sur un bateau pour traverser l'eau. Une ambulance attendait de l'autre côté. Elle l'a emmené à l'hôpital de Mammoth, mais il était trop tard. John Bachar est décédé ce même après-midi. Il avait 52 ans. Tout le monde a essayé de comprendre ce qui s'était passé. Comment le plus grand grimpeur en solo intégral de tous les temps peut-il tomber sur une voie d'échauffement? Que s'est-il passé là-haut? Quelques jours après l'accident, un grimpeur nommé Irmas Fernos est retourné sur Mister Kamikaze à la demande de la compagne de Bachar, Paula, et a inspecté chaque prise de la voie. Il a inspecté la paroi méthodiquement, cherchant tout signe de roche fraîche ou de zone récemment détachée. Il arrive parfois qu'une prise casse sur le granit, une écaille se détache de la paroi et soudain la prise sur laquelle vous comptiez n'est tout simplement plus là. Cela aurait tout expliqué, mais il n'a rien trouvé. Paola a grimpé la voie elle-même environ un mois plus tard et a confirmé que chaque prise était intacte. La paroi ne l'avait pas trahi, mais lorsque son rapport d'autopsie est finalement sorti, il a raconté l'histoire que le rocher ne pouvait pas. La cause du décès était une hémorragie cérébrale massive. John s'était frappé la tête sur un rocher pointu précis à la base de la paroi. Et c'est cet impact qui a tout arrêté. Mais ce sont les autres découvertes qui ont glacé tout le monde. Les 2 poignets de John Bachar étaient cassés, ses 2 chevilles étaient cassées. Cela fait 4 membres brisés. Cela signifie qu'il était conscient pendant la chute et que son corps se débattait en tombant. Ses bras se sont tendus, ses mains ont essayé d'attraper quelque chose, de ralentir, de saisir n'importe quoi sur la paroi, ses jambes se sont préparées à l'impact. Il faisait ce qu'il avait toujours fait sur la roche, il cherchait des solutions, essayait de trouver une issue. En d'autres termes, sa chute n'a pas été un choc total pour lui. Dans ces dernières secondes, il savait ce qui avait mal tourné. L'explication la plus crédible vient d'un utilisateur d'un forum d'escalade qui affirme avoir connu Bachar personnellement et lui avoir parlé dans les jours précédant immédiatement sa mort. Cette personne a écrit « Mes discussions avec lui la semaine et la veille au sujet de sa soudaine perte de force et de coordination dans les bras doivent être la raison de cette tragédie. Quand on met tout cela ensemble, c'est très simple. Quelque part sur cette paroi, sa main a cherché une prise. Elle avait cherché cette prise une centaine de fois auparavant et le signal n'est pas arrivé comme il aurait dû. Son corps a failli au pire moment possible. Je me demande à quoi pensait John Bachar dans ces dernières secondes. Je me demande si cet homme, qui avait passé 30 ans à être plus sûr de lui que quiconque sur Terre, a ressenti, à ce moment-là, ce vide qu'il avait décrit des décennies plus tôt, comme s'il avait échappé à quelque chose qu'il n'aurait pas dû. En 1983, 26 ans avant sa mort, John Bachar a accordé une grande interview au magazine Rolling Stone. On lui a posé des questions sur la mort. Il a dit « Peut-être qu'un jour, je découvrirai que je ne contrôle pas autant les choses que je le pensais. Peut-être que je vais exploser et mourir. Je préfère partir comme ça que sur un lit de mort. » À 80 ans, John a fait le choix fatal de faire confiance à un corps qu'il avait déjà averti qu'il défaillait. Beck Withers a commis la même erreur, sauf que lui, c'était à 8000 mètres d'altitude. 2 équipes de secours différentes l'ont trouvé, ont vérifié son pouls, puis sont repartis. Sa femme avait déjà été informée qu'il était mort. Il était resté allongé dans la neige pendant 18 heures, son visage complètement noirci. Puis, il a ouvert les yeux. Ne manquez pas notre prochaine histoire.